Bonsoir à toutes et à toutes et bonsoir à tous. J'emploie à dessein l'écriture inclusive parce qu'il en sera peut-être question dans notre débat, dans notre discussion de ce soir. À la suite de cette formidable contribution de Nefsis Ver, nous allons continuer à nous demander comment un point de vue féministe sur le monde peut déplacer les imaginaires, changer nos regards, et on va se dire que si le féminisme est capable d'inventer un autre monde, rend un autre monde possible, on va se demander où il le fait, sur quel continent, dans quel discours, dans quelle pratique, avec quels mots et bien sûr avec quel corps. Et ce sera donc avec Véronica Gago et Émilie H, qui sont deux intellectuels qui comptent aujourd'hui. Véronica Gago, c'est une intellectuelle argentine. Elle est en Europe depuis quelques jours, mais elle vit à Buenos Aires, où elle enseigne à la faculté de sciences sociales. C'est aussi une activiste importante. C'est l'une des animatrices du mouvement Ni Una Menos, pas une de moins, qui est ce mouvement de lutte contre les féminicides, de défense contre les féminicides, qui est bien connu, parce que je pense que tout le monde en a entendu parler ici même, qui est arrivé en tout cas jusqu'en Europe. Les contributions de Véronica sur le néolibéralisme et le féminisme sont tenues pour importantes dans le monde sud-américain, et même dans le monde américain. Elle discute avec des figures qui nous sont peut-être plus connues ici en France, comme Judith Butler ou Wendy Brown. Elle a ce type d'échange avec le monde américain. Son ouvrage, La puissance féministe ou le désir de tout changer, le sous-titre est important, a reçu une très belle réception dans le monde. Il a été traduit dans plusieurs langues, il a été traduit en allemand, il a été traduit en français aux éditions Divergence, avec une préface de Silvia Federici, auquel il était fait allusion tout à l'heure dans la première rencontre, qui est cette féministe marxiste italienne. Et c'est un livre intéressant parce qu'il est ni complètement un livre théorique, ni complètement un livre d'activiste. C'est un savant mélange entre les deux, parce que Véronica Gago est quelqu'un qui pense et qui pratique la lutte en même temps. Et c'est aussi un livre, alors je dois dire, extrêmement énergisant, parce que c'est un livre qui propulse la force de transformation du féminisme à l'échelle planétaire, à l'échelle du monde entier. Et voilà, c'est un livre qui a un pouvoir qui a la capacité de nous empouvoirer, comme on dit maintenant en français. Il y a de l'empowerment à la lecture de ce livre. Et il faut rappeler peut-être que le féminisme sud-américain est aujourd'hui peut-être le cœur le plus palpitant du féminisme mondial. On n'en a pas forcément tout à fait conscience, mais ce qui se passe là-bas, pour le féminisme, c'est décisif. C'est là où s'inventent beaucoup de luttes, c'est là où se pensent des choses absolument essentielles. Les propos de Véronica seront traduits par Didier Porcher, je le remercie dès à présent. Il le fera en simultané et nous permettra d'avoir une discussion la plus fluide possible. Et puis, juste à mes côtés, Émilie H, qui est philosophe, qui est maîtresse de conférences à l'université de Nanterre. Les travaux d'Émilie portent sur l'écoféminisme, et elle a été, je pense, la précurseur en France de l'écoféminisme, au sens où c'est elle qui a beaucoup introduit la pensée écoféministe américaine, notamment à travers plusieurs textes, notamment grâce à une anthologie qui était sortie en 2016, qui s'intitulait Reclaim, et qui était la première, je pense, anthologie de textes écoféministes, tous traduits en français, et ça a été un moment important. Elle a signé beaucoup de livres, je ne vais pas tous les citer, peut-être juste De l'univers clos au monde infini, qui est un recueil aussi collectif qu'elle a dirigé, aux éditions Dehors, et dans lesquels il y avait notamment une contribution de Viveiros de Castros, qui est cet anthropologue brésilien, pour montrer aussi que, évidemment, Émilie H s'intéresse à tout ce qui se passe dans le monde sur les questions qui l'intéressent. Et alors, elle signe un nouveau livre aux éditions La Découverte à nouveau, un livre dont elle dit elle-même qu'il doit beaucoup à Bruno Latour, et comme je sais que le festival a eu un compagnonnage intellectuel avec Bruno Latour, ça me semble intéressant de le rappeler. C'est un livre qui est une enquête intellectuelle qui part de quelque chose qui nous est tout à fait familier, qui est cette analogie entre la femme et la nature. Les femmes sont réputées plus proches de la nature,
Analogie dont on ne sait pas vraiment quoi faire, souvent. En tout cas, pour les féministes, c'est compliqué, parce que c'est à la fois la reconnaissance d'une puissance, une sorte de puissance matricielle. Le mot puissance, c'est celui de Véronica. Mais c'est aussi un piège, évidemment, parce que c'est un confinement dans une certaine sphère d'activité, le Caire, comme disait Nephthys tout à l'heure. Et donc, ça peut être aussi tout à fait, parfaitement un piège. Et donc, ce que fait Émilie Hache, c'est qu'elle propose une généalogie de cette analogie, d'où vient-elle? Et elle montre qu'en fait, il a existé un temps, il existe encore des sociétés où ce travail de génération qu'on assigne à la femme a été partagé par les hommes, par les femmes, par les morts, par les vivants, et que c'est au terme d'un grand travail de destruction de ce monde-là, de cet imaginaire-là, qu'on en est arrivé à cette réduction du monde naturel, enfin à cette proximité réductrice de la femme et de la nature. Et grâce à ce travail de généalogie, évidemment, elle réouvre des possibles. Elle permet à chacun de se libérer de cette analogie. C'est toujours difficile de résumer un livre de cette ambition à côté de son auteur. Bon, j'espère que ça va en gros. C'est un livre qui est donc très ambitieux théoriquement, donc qui est vraiment passionnant parce qu'évidemment on a envie de faire ce chemin. Et il ne faut pas faire attention à la taille. Il est en fait très facile à lire. Il est très aéré. Il est facile à lire parce que Émilie Hache vraiment nous emmène avec elle, avec sa modestie qui est sincère, mais qui est aussi une modestie généreuse, qui est une façon de nous faire progresser avec elle dans sa réflexion, dans sa bibliothèque, et qui rend la lecture tout à fait singulière. Voilà, je voudrais être sûr que vous ayez compris au terme de cette présentation que nous sommes en face de deux intellectuels qui ont des champs différents, qui ont des paysages intellectuels qui ne sont pas tout à fait les mêmes et qui pourtant, toutes les deux parlent de la même question. On pourrait dire peut-être la question de la puissance des femmes, comment cette puissance peut nous aider à repenser un autre monde. Mais il y a une chose qui est très très claire quand on les lit toutes les deux et qui, là, les rend très proches, c'est que pour elles deux, le féminisme, c'est un anticapitalisme, nécessairement, et c'est aussi un anti-impérialisme. Or, comme nous, on nous vend d'autres féminismes, on nous vend un féminisme libéral, un féminisme institutionnel, un féminisme universaliste, qu'on dit souvent, à qui on reproche souvent d'être un universalisme blanc. Je voudrais commencer par leur poser cette question-là à toutes les deux. Par quel chemin intellectuel et militant elles sont arrivées à la conviction que le féminisme était un anticapitalisme? Il me semble que c'est une façon aussi, peut-être, pour vous deux, de vous présenter. Véronica. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Bonjour à toutes et à tous. Por esta presentación, muchísimas gracias a Emmanuel, a Isia por la invitación. Muchas gracias a Didier por esta aventura de pour cette aventure de traduction simultanée, comme ça, côte à côte. Escuchándonos mutuamente. On nous écoute mutuellement. Hablando de potencia de las mujeres, parlant de puissance des femmes, de Argentina, et en venant d'Argentine, génération, pour ma génération en tout cas, il y a une expérience qui est formative et qui est fondamentale, qui est formatrice. C'est l'expérience des mères de la place de Mai. Vous la connaissez tous, elle est mondialement connue. Ce sont les femmes qui ont résisté à la dictature dans les années 70, pendant la dictature, qui cherchaient leurs enfants et les membres de la famille qui étaient disparus. Et qui continuent à chercher les grands-mères qui cherchent leurs petits-enfants également. L'Argentine a donc une histoire d'activisme qui a été protagonisée, dont les protagonistes étaient des femmes, et qui a fait des droits de l'homme une lutte qui n'était pas libérale, qui est fortement située dans la lutte politique des années 70, et surtout en définissant la lutte politique comme anticapitaliste.
Mais une des choses les plus intéressantes pour la génération à laquelle j'appartiens, c'est que les luttes des mères de la place de Mai, de façon constante, ils ont fait le travail d'être en lien avec des luttes pour la justice et jusqu'à maintenant, dans le présent. Elles ont démontré de façon pratique une exigence d'actualisation, de lien avec les luttes qui ont lieu envers les injustices du temps présent. Donc il me semble par conséquent que c'est très important ce lien entre les luttes des années 70, les luttes pour les droits de l'homme, les droits humains et la lutte contre les réformes néolibérales des années 70, qui, dans ce cas particulier, ce sont des luttes que je travaille en travaillant à l'université. Ce sont des luttes contre la privatisation de l'université. Et ce sont des luttes qui vont converger vers une grande crise en Argentine, qui est la crise économique de 2001. C'est un moment d'explosion des luttes populaires, de mouvements sociaux. Et en particulier les luttes qu'on a appelées piqueteras. C'est-à-dire de travailleurs et travailleuses qui étaient au chômage et qui ont commencé à s'organiser dans différents territoires pour garantir la reproduction sociale des différents quartiers. Il y a également en Argentine une grande histoire de militantisme des dissidences sexuelles depuis les années 70. Et je dis cela parce que ce sont des affluents d'une histoire politique et d'une militance qui a commencé il y a de très nombreuses années, mais qui est très présente dans l'université publique et sur la connaissance politique. Dans mon cas particulier, en tant que militante à l'université, et en venant d'une tradition plus classique, qui est une tradition guévariste, c'est une façon de dire comment l'université est en lien avec d'autres territoires, avec d'autres groupes. Et le mouvement féministe, qui a sa massification en Argentine, il y a à peu près 9-10 ans, fait également partie de cette longue histoire. Mais ce moment de massification, pour beaucoup d'entre nous, a signifié également le fait de relancer en fait le fait d'être militant et de militer d'une nouvelle façon. En dernier lieu, je souhaite dire que toute cette discussion sur la dynamique du néolibéralisme en Amérique latine et en Argentine en particulier, dans mon cas, c'est un intérêt autant théorique pour essayer de définir le néolibéralisme en tant que projet politique pour l'Amérique latine, mais également penser les différentes séquences de lutte et les dynamiques qui permettent à ces luttes de contester le néolibéralisme. Et également comment le néolibéralisme également mute pour répondre à ces luttes. Et sans tout révéler dès maintenant, mais le gouvernement fasciste actuel que nous avons en Argentine. Merci Véronica. Donc on comprend qu'il y a une convergence des affluents vers
tous sont effectivement issus d'une lutte anticapitaliste, hein, pour des raisons différentes, et qui forment aujourd'hui cette massification dont tu parlais. Émilie, en France, souvent, justement, le féminisme, on nous en présente plusieurs facettes. Bon, c'est pas une évidence pour nous que le féminisme soit nécessairement un anticapitalisme. En tout cas, c'est pas le cas pour tous les féminismes qui sont présents, par exemple, encore aujourd'hui dans l'espace public. Pourquoi est-ce que toi, tu arrives à cette conviction que c'est le seul réel féminisme est un féminisme anticapitaliste? Ça marche? Bonsoir. Ah, ça marche. On peut peut-être commencer. C'est très fort. Oui. Par ce que tu viens de dire, à savoir le fait qu'effectivement, ça ne va pas forcément de soi, en tout cas que dans on peut dire une histoire longue depuis au moins le 19e siècle, le fait que le féminisme soit nécessairement un anticapitalisme. On nous a beaucoup, effectivement, présenté la possibilité d'une émancipation des femmes comme sous la forme d'un progrès qui passerait par le fait de pouvoir, à travers un ensemble de systèmes d'éducation ou d'autres choses, s'émanciper et pouvoir devenir des hommes comme les autres, pour le dire de cette manière-là. Or, la manière même dont fonctionne le système capitaliste, en cherchant à produire un certain nombre de richesses et devant pour cela exploiter et des humains et la nature, doit s'appuyer sur un certain nombre de personnes qui ne pourront jamais en faire partie. Autrement dit, le grand reproche qui est très connu, que l'on peut faire effectivement au féminisme libéral, étant le fait que seule une minorité de femmes pourra éventuellement s'émanciper et avoir autant de droits, autant de privilèges, autant de richesses que les hommes, et une partie seulement d'ailleurs des hommes au sein de cette société-là. Donc ça dépend en fait de la manière même dont on définit le féminisme. Si par le féminisme vous entendez le fait de chercher une forme d'égalité de tous, c'est-à-dire aussi bien de toutes les femmes, mais finalement de tous les individus, quels qu'ils soient, alors forcément, le fait de pouvoir... ce système ne permet absolument pas, permet seulement, à l'intérieur de ce dernier, d'émanciper qu'une minorité de femmes. Si vous pensez à l'ensemble des individus qui y participent, nécessairement, celui-ci ne peut pas, repose sur l'exploitation d'une partie et des individus qui sont effectivement assignés comme femmes, pas seulement, et de la nature. À partir de là, ça ne fonctionne pas à l'intérieur de ce système-là. Véronica, tu es d'accord? Bueno. Sí, creo que la dimensión. Oui, et je pense que la dimension anticapitalista. La dimension anticapitaliste tiene que ver con esta cuestión revolucionaria, est en lien avec cette question révolutionnaire, en el sentido de impugnar las jerarquías, dans le sens de contester la hiérarchie, pero a la vez cómo se construye un punto de vista sistémico. Et en même temps comment on construit un point de vue systémique. Y aquí, podría citar a la ya citada Silvia Federici. Je pourrais citer celle qu'on a déjà citée ici, Silvia Federici. Quand elle dit le capitalisme ne peut exister sans l'appropriation massive d'un ensemble de travail qui n'est pas rémunéré. Et qui n'est pas rémunéré, et la non-rémunération est justifiée pour des questions sexistes et racistes. Entonces, devolver permanentemente ese punto de vista renvoyer ce point de vue systémique de façon permanente desde las luchas concretas, depuis des luttes concrètes, me parece que es lo que nos permite cela me semble c'est ce qui permet de matérialiser cette idée d'anticapitalisme depuis le point de vue féministe. Alors, il y a quelque chose aussi sur lequel vous êtes toutes les deux d'accord, c'est cette idée que les femmes peuvent porter un autre monde, hein, peuvent faire la révolution, peuvent être les fers de lance d'une transformation de nos existences. Évidemment, la question peut-être un peu bête, mais que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi plus les femmes que la classe ouvrière ou que les damnés de la terre? Comment vous articulez votre pensée, par exemple, avec un marxisme classique? Sí.
por ahí no haría así la pregunta. Je ne poserai pas la question de cette façon. A mí me parece que lo interesante de las luchas feministas actuales des luttes féministes actuelles es que nos vuelven a hacer pasar la pregunta qu'elles nous renvoient à cette question. ¿Por qué es la clase obrera? Pourquoi la classe ouvrière? ¿Y qué son las luchas anticoloniales? Que sont les luttes anticoloniales et les luttes pour la terre? Entonces, más que la superación, donc, plus que le dépassement d'un sujet par un autre, me parece que lo vital, il me semble que ce qui est vital et ce qui est très important des luttes féministes actuelles, c'est qu'elles reposent, elles rouvrent en fait ces questions. Y que cuando se habla de una interseccionalidad, quand on parle d'intersectionnalité, me parece más interesante il me paraît plus intéressant de le penser como la posibilidad de radicalización política, une possibilité de radicalisation politique, en la medida en que las luchas dans la mesure où la lutte féministe están en alianza con otras luchas, est en alliance avec d'autres luttes, qui obliga permanentemente a redefinir, qui oblige de façon permanente à redéfinir ce qu'est le féminisme. En América Latina hay muchos en nombres Amérique latine, para hablar de il y a de nombreux noms pour parler du féminisme. Féminisme communautario, féminisme communautaire, féminisme décolonial, féminisme populaire, féminisme périphérique. Esos nombres no son simplemente et ces noms ne sont pas seulement des adjectifs. Me parece que son apuestas Il me semble que ce sont des paris pour des alliances politiques. Que justamente lo que hacen es radicalizar justement, ce qu'elles font, c'est radicaliser ce sentiment d'inclusion. Y salir de la trampa de tener et sortir du piège d'avoir un agenda de genre. Y de sectorizar las luchas. De sectoriser les luttes. Y pensar que puede existir et penser un feminismo qu'un féminisme peut exister sin la pregunta por el trabajo, por la cuestión de clase. Poser la question du travail, la question des classes. Un féminisme que no se involucre con la historia del trabajo no pago campesino. En lien avec le travail qui n'est pas payé des paysans et des indigènes. Un féminisme que no esté involucrado un féminisme qui ne soit pas en lien avec la lutte contre la recolonisation de nos territoires. Y un féminisme et un féminisme qui soit de façon permanente tratando de ampliar d'essayer d'élargir las sensibilidades y la sensibilité d'interpellation. Émilie H, alors comment est-ce que vous voyez les choses par rapport justement à... On a beaucoup parlé des années 70, bon, c'était quand même la classe ouvrière qui allait porter la révolution. Aujourd'hui, on sent bien que le féminisme bout partout dans le monde, que quelque chose surtout ça s'est manifesté, ça s'est vu, ça s'est senti avec MeToo, que c'est un grand mouvement politique qui rebat les cartes. Voilà. Alors pourquoi le féminisme ? J'ai 5 minutes. Bon, je commencerai peut-être simplement par... Enfin, je suis d'accord avec Véronica quand elle disait que c'est pas forcément non plus comme ça que je poserais la question, au sens où il y a beaucoup des luttes qui sont pas que des luttes féministes. Je pense évidemment aux Gilets jaunes, je pense au soulèvement de la terre, je pense au mouvement indigène. Donc c'est pas du tout, c'est pas que là que ça se passe, mais ça se passe aussi là. Et alors voilà, là, peut-être que j'essaierai de répondre à votre question en essayant de comprendre pourquoi ça se passe notamment là et beaucoup là. Et voilà, peut-être une des manières d'essayer d'en rendre compte, en tout cas tel que je pourrais le dire avec mes mots à moi, ce serait lié justement à cette question de la génération qui, moi, m'intéresse particulièrement. Dans le sens où ce que j'entends ici par génération, c'est pas le sens premier dans lequel on peut l'entendre régulièrement aujourd'hui, qui serait les cohortes d'individus, par exemple la génération X ou la génération Y. Ça, c'est un sens dérivé. Je l'entends vraiment au sens premier du terme, qui est l'acte de venue à l'être, du mode de venue à l'être, mais qui concerne aussi bien les humains, évidemment, que l'ensemble des mondes vivants. Et je vais répondre un petit peu lentement, mais je vais répondre à cette question. On pourrait considérer que dans notre modernité, il y a on va dire la manière même dont on s'est
à travers la révolution industrielle et à travers la mise en place du capitalisme, ce dernier repose, les féministes dont tu parlais tout à l'heure, notamment qui ont déjà été cités comme Federici, ont beaucoup travaillé sur cette coupure entre ce qu'on pourrait appeler le travail de la production et le travail de la reproduction, et que tout le capitalisme s'organise autour de ce travail de la production, mais qui en fait n'est qu'une partie visible, reconnue, salariée du travail, qui est nécessaire pour reproduire quoi ? En tout cas, reproduire ce monde capitaliste, pas reproduire nécessairement le monde dans sa totalité, mais qui repose sur tout ce travail de la reproduction. Ce matin, en début d'après-midi, on parlait de la question du care, mais au sens peut-être plus large que le care. Voilà, je l'appellerais le travail de la reproduction. Donc, et c'est ce partage-là entre travail de la production et puis travail de la reproduction tel qu'il s'organise dans le système capitaliste, c'est peut-être cela qui est en crise aujourd'hui, ou qui est très largement remis en question en posant la question de savoir qu'est-ce qu'on veut reproduire, qu'est-ce qu'on veut perpétuer ou qu'est-ce qu'on veut renouveler. Dans un système capitaliste, ce qu'on veut reproduire et renouveler, ce sont les richesses, pour certaines personnes. La question qui se pose à nous tous en ces temps d'immenses dérèglements climatiques, c'est évidemment la question, peut-être qu'on veut nous essayer de perpétuer, la question se pose de savoir comment on peut perpétuer le monde et renouveler ce dernier au moment où il commence à devenir plus complètement habitable. Donc la question de la génération au sens large, donc de la génération et de la régénération de ce monde, de l'ensemble des liens, des pratiques, des rituels, de tout ce qui participe même à la possibilité de reproduire ce monde, se repose de manière absolument prégnante. Or, il se trouve, comme tu le rappelais tout à l'heure en introduction, que de fait, dans notre modernité, on a beaucoup associé et on a délégué, on pourrait dire de cette façon-là, ce travail-là aux femmes, ou à celles qu'on considère comme des femmes. Donc, sauf qu'on voit que cette organisation-là, telle qu'elle se constitue dans le système capitaliste, est en réalité, nous amène dans le mur. Donc la question se repose, savoir qu'est-ce qu'on veut produire. Est-ce qu'on veut produire des richesses ou est-ce qu'on veut produire d'autres choses? Qu'est-ce qu'on veut reproduire et comment organiser et ordonner tous ces types de liens et ce rapport au monde vivant pour qu'est-ce qu'on veut à la fin reproduire, voilà. Et donc la question se pose peut-être particulièrement dans une perspective féministe, sachant par ailleurs que évidemment ça ne concerne pas du tout que les femmes, ça concerne les hommes et les femmes et tout le monde. Mais justement, dans cette ébullition qu'on sent dans le féminisme, et je pense qu'effectivement la réponse d'Émilie est très intéressante sur pourquoi est-ce que c'est peut-être là que ça se passe aujourd'hui, même si ça se passe aussi ailleurs, évidemment, c'est de voir que en fait on est face à la question de qu'est-ce qu'on produit et qu'est-ce qui se produit et qui génère ce qu'on appelle du travail et qu'est-ce qui appartient à l'autre sphère que celle du travail. Et Véronica, dans ton livre, tu commences par tout un chapitre sur la question de la grève féministe, avec laquelle peut-être on peut avancer, parce que ça nous rappellera aussi ce qu'on a entendu tout à l'heure sur la question de la cartographie. C'est la puissance de la grève, en fait. Bon, il y a évidemment plein de choses qui se passent quand il y a une grève, mais il y a aussi quelque chose qui se dessine dans l'espace, et ce que tu appelles une cartographie. Complètement. Oui, complètement. L'expérience en Argentine, mais pas seulement l'Argentine, mais bon, je parle de l'Argentine, sur l'organisation des grèves féministes. Je l'analyse dans le livre comme un exercice de cartographie, de révéler les formes de production et de reproduction qui historiquement n'ont pas été reconnues comme des expériences capables d'intégrer une grève. Parce que, également, en pensant à la dimension spatiale de la contre-cartographie dont on a parlé dans la présentation précédente, nous avons appris des féminismes et des théories féministes à changer la visibilité de ce que l'on entend par espace productif. Et également en Amérique latine, ce qui se passe,
c'est que le travail reproductif n'est pas confiné à l'intérieur domestique. Le travail reproductif a une intimité très forte avec ce qu'on appelle le travail informel ou informalisé, qui sont des formes de travail qui n'ont pas de salaire ou qui ne sont pas salariées de façon stable et qui sont en lien avec le travail des paysans et qui sont extrêmement visibles dans toutes nos villes. Dans l'organisation des quartiers, dans l'organisation du travail communautaire. Donc le travail reproductif a une spatialité qui est élargie, qui est hyper visible et invisibilisée et qui est subalterne aussi. Donc, ce qui a été pour nous, et nous hommes et femmes, ça a été de faire cet exercice politique de comment une grève peut inclure à ceux et celles qui, en principe, ne peuvent pas faire ce travail. Parce que c'est un travail reproductif quotidien. Parce que c'est un travail qui est complètement informalisé. Parce que c'est un travail qui n'a pas de patron visible. Et le défi des grèves féministes est justement de produire un outil d'organisation, de visibilisation et d'être entendu pour toutes ces formes de production et de reproduction. Et c'est un exercice que l'on fait en Argentine depuis 2016 et qui demande également beaucoup de travail politique, qui a les mêmes caractéristiques souvent du travail reproductif, qui n'est pas reconnu, qui est invisibilisé et qui n'est pas rémunéré, mais avec une potentialité et une potentialité politique également, qui est irremplaçable dans la génération. Donc, l'expérience de pouvoir soutenir cet exercice de la grève implique également d'avoir des outils qui sont capables de proposer de faire des demandes concrètes, mais également de produire un langage politique où la question du travail, de la génération, de la reproduction est au centre de la mobilisation sociale. Alors, puisqu'on est dans les métaphores spatiales, il y a quelque chose que vous partagez dans vos livres respectifs, c'est l'emploi, le réemploi d'un concept, je crois, qui est né vraiment des luttes, qui est le concept de corps-territoire, dont encore une fois Neftis Sper a parlé tout à l'heure. Peut-être, Émilie, tu pourrais nous dire pourquoi ça t'intéresse. Je précise que le livre d'Émilie H s'intitule « De la génération ». Enquête sur sa disparition et son remplacement par la production, juste pour faire écho à ce qu'on vient d'entendre. Dans la deuxième partie du livre, où justement il s'agit de savoir comment on peut retrouver d'autres récits et des récits plus émancipateurs, comment on peut se réconcilier avec la génération, tu t'intéresses à cette idée de corps-territoire ? Pas complètement. Non, mais tu la cites, oui, et elle te permet de dire que c'est... je te laisse dire. Voilà. Mais elle est quand même un passage de ta pensée. Elle est très importante, mais je permettais de dire ça parce que c'est pas un concept européen.
Et ça fait partie des questions de savoir comment on se situe par rapport à ce concept-là et ne pas venir le coloniser dans nos propres travaux. Au sens aussi où, peut-être que je pourrais commencer par dire ça, là où on se... Comment dire, dans notre histoire européenne de la modernité, le rapport à la terre a été, nous, très, très compliqué. Tu citais tout à l'heure justement la classe ouvrière comme sujet révolutionnaire. Voilà, ça va être évidemment un résumé beaucoup trop rapide et très généraliste, mais il y a eu, on pourrait le dire de cette manière-là, je ne suis pas la première à le dire du tout, hein, notamment Poliani ou d'autres ont pu le dire, qu'il y a une forme d'abandon, on pourrait dire, de la terre par la gauche, quelque chose comme ça. Hein. Pour plein de raisons différentes, même si on sait aussi qu'il y a toujours eu beaucoup de militants et théoriciens de gauche. Je pense à Élisée Reclus, je pense à des gens pendant la Commune, donc voilà, qui ont pensé ce lien à la terre comme absolument vital pour penser aussi des révolutions au XIXe siècle. Mais de fait, on peut dire que la version majoritaire d'une pensée révolutionnaire de gauche pendant tout le XIXe siècle a en partie abandonné cette question de la terre. Donc, quand le concept de... Je vais très vite, mais quand le concept de corps-territoire nous arrive d'Amérique latine, il faut tracer le contraste. C'est un peu une énigme pour nous. Je me souviens très bien des premières années, il y a, je ne sais pas, 10 ou 15 ans, où la première fois j'en ai entendu parler. On sentait qu'il y avait quelque chose, mais en tout cas, ça n'allait pas du tout de soi. Et pour retrouver, on va dire, un rapport à ce concept-là, fallait refaire aussi une histoire refaire notre propre histoire pour pouvoir le comprendre. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec des mouvements comme les soulèvements de la terre. C'est tout à fait inédit en Europe que des mouvements de gauche puissent revendiquer un rapport à la terre. Enfin, bon, voilà, il y a plein de gens de plein d'âges différents ici, mais il y a encore 20 ans, ce rapport-là à la terre était immédiatement éventuellement soupçonné de liens avec l'extrême droite, de choses réactionnaires, etc. Donc le fait qu'aujourd'hui, enfin, une gauche écologique puisse se réapproprier ce lien à la terre, pour moi, c'est un des moments politiques les plus importants qui soient. Et voilà, donc après, je laisserai, c'est pas à moi ici d'en parler, mais je laisserai Véronica nous parler de ce concept si important de corps-territoire. Ce que je pourrais peut-être juste ajouter, que je trouve aussi, qui me semble très intéressant pour juste un petit peu finir cette boucle depuis cette histoire européenne, c'est le fait essayer de penser, avec toutes les précautions qui sont nécessaires et la contextualisation également possible, le fait que, alors que une grande partie de l'histoire européenne a été une histoire de la colonisation et donc de l'appropriation de la terre d'autrui, a été aussi, évidemment, le concept de propriété, pour nous, ça a été le concept principal de rapport à la terre. C'est pas seulement vis-à-vis des personnes colonisées aussi qu'on a pu piller des terres, mais c'est l'ensemble des paysans dont les terres ont été prises, etc. etc. Bon. Mais il me semble qu'aujourd'hui, notamment dans des pays occidentaux, ce rapport à la terre redevient une vraie question. Pas seulement au sens justement d'un rapport propriétaire, qu'on soit pour, qu'on soit contre, tel qu'il s'est posé pendant tout le 19e, 20e siècle. Mais je crois que justement, il y a un texte d'Eduardo Vivero de Castro qui en parle, je me souviens plus du nom de ce bel article, je pourrais le retrouver pour ceux que ça intéresse, mais qui parlait de la question on a perdu cette appartenance à la terre. Non pas que nous, on a une terre qui nous appartient, mais que nous, on ne sait plus appartenir à la terre, qu'on est des sortes de sans-terre dans ce sens-là. C'est pour ça que je me permettais de le dire avec toutes les précautions qui soient... Donc de ce point de vue-là, c'est un cadeau conceptuel et politique très important, me semble-t-il, ce concept de corps-territoire, dont tu peux... Bueno, en América Latina es un concepto... En Amérique latine, c'est un concept... que me parece que es más una idea fuerza qui est plus une idée force inventada por las luchas qui a été inventée par les luttes indigènes por algunas intelectuales et par indígenas, quelques intellectuels indigènes por ejemplo Lorena Capnal comme Lorena Capnal qui parle de Puerto Tierra, donc de port-terre.
Pero lo interesante es que la noción de cuerpo-territorio, Mais ese la ensamble de notion palabras, de corps-territoire, cette réunion de mots, se popularizó est devenue populaire. y se convirtió en una perspectiva para entender une perspective pour luchas comprendre distintas. des luttes différentes, enfin différentes luttes. Y eso significa básicamente que Et esa cela idea signifie principalement que cette idée de que no nos podemos pensar por qu'on fuera ne peut pas del territorio, se penser en dehors du territoire, que hay una conexión con el qu'il y a paisaje, une connexion avec le paysage, avec l'environnement, que es una conexión también con la memoria, qu'il y a une connexion également avec la mémoire. me parece que es un antídoto Il me semble que c'est un antidote a las formas del individuo que una y à otra la vez forme intentan reponer. d'individus qui essaient de remettre en place. Entonces es una idea fuerza, un Donc concepto c'est une idée force, un concept muy potente très puissant para desliberalizar pour délibéraliser la forma en que nos situamos, la façon dont on se situe, para pensar, pour penser en justamente. termes situés, justement. Pero también me parece Mais que se également, puede usar il como me semble qu'on contrapunto peut l'utiliser en contrepoint également, con otra noción que avec une autre notion han popularizado los qui proyectos qui a neoextractivistas, été popularisée par les projets néo-extractivistes, que es la idea de zona de sacrificio, qui est l'idée de zone de sacrifice. que cada proyecto neoextractivista va a tener Tout projet néo-extractiviste una zona de a sacrificio. une zone de sacrifice. Y entonces los gobiernos van a Et administrar en les cada país gouvernements zonas de vont sacrificio. administrer dans chaque pays leur zone de sacrifice. Me parece que es como el concepto Donc, il invertido me semble que c'est un concept qui est inversé de la forma en que se reclama la de noción de la cuerpo-territorio façon dont on voit ce concept de corps-territoire desde las luchas anti-extractivistas. depuis du point de vue des luttes anti-extractivistes. Por eso creo que es un concepto tan fértil. en C'est el la raison sentido que pour laquelle je permite pense que c'est un concept très fertile, parce qu'il hacer permet mapas o de cartografías faire como la que vimos, des cartes ou des cartographies comme celles qu'on a vues. pero también en el libro yo hago el Mais ejercicio également dans le livre, je fais l'exercice de mostrar cómo las de luchas por el montrer aborto, el derecho al comment les aborto en luttes Argentina, pour le droit à l'avortement en Argentine desplegaron una noción de ont derecho y de développé cuerpo toute une partie de droit au corps, que no es la del derecho qui n'est burgués pas individual, le droit bourgeois classique. que cuando se hablaba de derecho al Et aborto se quand on estaba parle de hablando droit à l'avortement, on parle de formas de recursos públicos, de ressources publiques, de de fonds formas de publics, recuperar de façon de saberes ancestrales récupérer des savoirs ancestraux y soberanías que no se pueden reducir al et individuo. des souverainetés qu'on ne peut pas réduire à l'individu. Pero también esta noción de cuerpo Et également, cette territorio notion de corps-territoire permite, por ejemplo, permet, discutir par exemple, de parler cuestiones muy de urbanas, questions très urbaines, como es la especulación comme inmobiliaria. la spéculation immobilière. Entonces, también es Donc, una noción que nos c'est permite également hacer une notion circuitos qui nous permet de faire des circuits y no confinarse et simplemente de a pas territorios simplement le confiner à des territoires campesinos e indígenas, paysans ou des territoires ruraux, donde los proyectos où neoextractivistas les projets son más brutales, néo-extractivistes sont beaucoup plus brutaux, pero también nos permite conectar mais los cela efectos nous de esos permet de proyectos connecter également les effets de ces projets con las ciudades, por ejemplo. avec les villes, par exemple. Pero también, y este es un trabajo que Et ça, c'est hacemos en également un particular travail con que l'on Lucy fait Caballero, en particulier avec Lucy Caballero, tratar de pensar el essayer de endeudamiento penser l'endettement de las familias, de los des hogares, familles, des foyers, como una manera de comme extractivismo, un extractivisme de la energía, de del tiempo, del l'énergie, trabajo, du temps, du travail, y tratar de pensar también et essayer de penser également ciertos mecanismos financieros, certains como la deuda, mécanismes financiers comme la dette, como una forma de en recolonización tant que moyen de recoloniser de ciertos cuerpos y territorios. certains corps et certains territoires.
Oui, d'ailleurs, dans ton livre, tu parles de l'extractivisme comme un régime politique et pas uniquement comme un régime économique. Il faut effectivement élargir le sens de l'extractivisme. Émilie, c'est important pour toi, tu en parles évidemment dans le livre, de bien lier toutes les dépossessions. C'est-à-dire l'extractivisme, c'est la dépossession multiple. Et je me semble que c'est au cœur de l'écoféminisme, de par exemple ce qu'a pu dire Marie Miss, ce qu'elle a pu mettre en avant avec Vandana Shiva, c'est qu'il fallait penser l'exploitation du territoire, l'exploitation de l'énergie, l'exploitation des ressources terrestres et l'exploitation du corps des femmes de la même façon, ou des pauvres de la même façon. Non, ma question c'est, est-ce que tu peux nous rappeler peut-être cette histoire de l'écoféminisme qui naît quand même sur cette idée-là, en tout cas, qui il me semble. C'était une façon de faire parler de l'écoféminisme, en fait. Et cette fois-ci, européen, puisque Maria Mess est allemande. Certes, Vandana Shiva est indienne, mais disons, Maria Mess est allemande. Et il me semble qu'au cœur de ce qu'elles apportent quand elles arrivent, c'est cette capacité à mettre en lumière que les dépossessions ne sont pas séparées les unes des autres, mais qu'elles font sens ensemble. Oui. Oui, tout à fait. Alors, il faudrait que je reprenne un petit peu peut-être ce que je disais tout à l'heure, je pensais aussi quand tout à l'heure on revenait sur cette distinction entre travail de la production, travail de la reproduction. Il y a dans un livre justement de Maria Mies et Véronica Bentold qui a été publié en français il y a maintenant 2 ans, qui s'appelle La subsistance, où elles ont fait je ne sais pas si tu l'as vu, alors je ne l'ai pas amené ici, mais une pyramide inversée de toute de tout le travail qui existe et qui est nécessaire justement pour produire ce monde, et dont on voit que le sommet de l'iceberg, qui est ce fameux travail de la production, et puis en dessous, comme un iceberg, il y a toute la partie cachée. Et il y a le travail effectivement des femmes, le travail des personnes racisées, le travail des esclaves, le travail de la nature lui-même, si jamais on peut considérer que c'est un travail, et que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Que c'est encore une fois ce qui les ont intéressés, c'est je pourrais le redire, je pourrais peut-être le formuler ici de cette manière-là, c'est comment ce fameux travail de la génération, si on le prend au sens large, tel que moi je m'y intéresse, selon le type de société dans lequel on est, ce dernier a une place qui fait ce travail-là. Quelle place il a même au sein de cette société? Est-ce que c'est qu'une partie est-ce qu'il est invisibilisé, ou est-ce qu'il prend absolument toute la place? Qui en fait partie? Est-ce que il est délégué à une partie des individus, ou est-ce que c'est l'ensemble des individus qui peuvent y contribuer? Et selon la façon dont finalement s'organise ce travail de la génération au sens large, le rapport même que l'on peut avoir au monde vivant est totalement différent. Et on peut dire qu'il y a quasiment une gradation inverse de l'exploitation de ce dernier en fonction de la distribution plus ou moins grande de ce travail de la génération, que ce soit dans des sociétés d'ailleurs industrielles ou des sociétés non industrielles. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, mais en tout cas, c'est cette articulation qui me semble absolument centrale, justement, pour penser éventuellement, aujourd'hui en tout cas, d'autres modes d'organisation qui seraient compatibles avec une habitabilité du monde. Oui, parce que la question de la façon dont on habite le monde, évidemment, elle est articulée chez vous deux avec la question du féminisme. Il y a quelque chose d'autre aussi qui habite même si ce sont encore une fois des paysages différents, à la fois des paysages géographiques, mais aussi intellectuels et activistes différents. Mais il y a quelque chose qui vous rassemble, c'est quand même le questionnement sur la violence de ce que Silvia Federici appelle la guerre faite aux femmes, cette violence qui passe à l'intérieur même de ce qui nous est le plus intime, à l'intérieur même des couples, qui vraiment scinde toutes nos relations aux autres. Cette guerre faite aux femmes, elle est appuyée sur des récits qui sont des récits. Vous êtes beaucoup intéressée, Véronica, au récit des origines et à la façon dont il fallait
travailler, enfin, la façon dont finalement, pour lutter, il faut aussi travailler sur la question des récits, et notamment du récit de l'origine, qui bon, bah, voilà, on a tous une idée, hein, est un récit qui toujours assoit la domination masculine. Sí, creo que usar la noción de guerra. Je crois qu'utiliser la notion de guerre contre las mujeres, contre les femmes, los pueblos indígenas, contre les peuples indigènes, contre les différences sexuelles, lo que ha permitido les dissidences sexuelles, ce que cela a permis, c'est justement dejar de pensar que son casos aislados, de nous laisser penser que ce sont des cas isolés ou des questions domestiques, et donner un caractère systématique à cette violence. Et surtout organique à l'existence du capitalisme. Je pense que cet exercice de penser ce qu'on nous présente de façon permanente comme des violences isolées, avec cette clé systématique de la guerre, ça nous oblige à penser également quels sont les scénarios de ces guerres, quelles sont les formes de violence illégale de ces guerres. Et par conséquent, on revient à ce concept très important de Marx de violence originelle. Aujourd'hui, en Argentine, beaucoup d'entre nous pensons, parce que ça s'est popularisé également, le concept, on pense au concept de cruauté. Essayer de parler quelle est la différence entre violence et cruauté. Quel type de plaisir dans l'exercice de la violence devient de la cruauté. C'est-à-dire un plaisir dans l'exhibition, dans la répétition, mais également un objectif politique d'insensibilisation. C'est ce que l'on voit actuellement avec le gouvernement en Argentine. La cruauté qui devient une politique d'État. Un président qui fête en fait les renvois des personnes et qui dénonce qui fait des blagues pédophiles publiquement, et qui parle des militantes de l'avortement comme des meurtrières, des foulards verts. Donc cette dimension de cruauté nous oblige à penser à ces moments d'intensification de la violence. Et clairement, dans nos pays, il y a une origine coloniale de cette violence qui est en lien avec le génocide indigène, avec l'appropriation de terres et la réitération de cette ressource avec les dictatures militaires, sans lesquelles on ne peut pas comprendre le type de néolibéralisme que l'on a en Argentine. Donc cette dimension de la violence qui devient de la cruauté, c'est ce qui légitime également une appropriation des biens communs, qui a un environnement, un paysage directement colonial. Aujourd'hui, en Argentine, le gouvernement offre le pays comme une zone de sacrifice pour les corporations transnationales. Il revendique officiellement le génocide indigène et la dictature. Et il présente le mouvement féministe et écologiste comme des ennemis publics. Donc ce discours en fait sur la violence ne continue à émerger
como una renovación de este momento comme un renouveau de ce mouvement génocide, pero también como una respuesta mais également en tant que réponse al modo en que el movimiento au mode feminista avec lequel le mouvement féministe ha dado vuelta la pirámide de la que hablaba. A renversé la pyramide dont tu parlais. Le ha dado visibilidad a eso que et a donné une visibilité à ce qu'il y avait à la base. Y ha puesto una discusión pública et política. A mis, a présenté une discussion politique sobre cómo se sostiene hoy la vida, comment on soutient la vie actuellement en condiciones críticas, dans des conditions difficiles, critiques, especialmente después de la pandemia. En particulier après la pandémie. Alors justement, tu parles beaucoup de la violence qui vient du monde colonial, qui vient et le monde colonial, Émilie, il arrive avec ses récits. Et c'est ces récits-là que toi, tu essayes de travailler et de déconstruire, on pourrait dire, même si ce n'est pas forcément ta filière, j'ai envie de dire, ta famille politique, mais philosophique, pardon, mais tu essayes de revenir sur ce récit des origines qui fait qu'effectivement, on a cette pyramide, ce récit qui, finalement, nous fait de la production aujourd'hui la seule position enviable et celle des producteurs, évidemment, la seule position qui assure la domination. Et donc, toi aussi, tu t'intéresses même, je dirais, fondamentalement à cette question du récit, et tu le fais en travaillant sur la façon dont, justement, tu le disais tout à l'heure, la génération, ce monde de la génération a été recouvert par un autre récit, et qui est notamment, je crois, celui porté par l'Église catholique. Ouais. On ne pourra peut-être pas parler de tout, mais en effet, je suis tout à fait d'accord, je suis sensible. Je suis très sensible, effectivement, au fait que notamment dans tous les milieux, les milieux aussi bien militants qu'écologistes, revient de manière, depuis au moins 10 ans, 15 ans, très fréquemment, cette idée qu'il faut changer de récit, qu'il faut de nouveaux récits, qui a pu être en partie, qui pose plein de débats, plein de discussions, qui peut être critiqué parfois, etc. Mais il me semble que, peut-être que je le dirais comme ça aujourd'hui, que si on prend au sérieux le fait que toutes les sociétés sont structurées aussi par des mythes, des grands mythes fondateurs. Il n'y a pas du tout que les sociétés non occidentales qui sont elles-mêmes structurées par des mythes, mais évidemment que nous aussi, nous avons les nôtres. Il me semble que derrière ce petit mot, ce tout petit mot de récit, un peu comme ça, un peu fragile et pas très déterminé, il faut entendre quelque chose de beaucoup plus profond, qui est effectivement le fait qu'il est possible que... Voilà, on va dire les grands mythes de la modernité, pour le dire de cette façon-là, sont aujourd'hui clairement en crise. Que sont, ceux qu'on connaît tous, le fait que l'émancipation passait par une forme d'arrachement à la nature, de maîtrise par rapport au monde vivant, cette grande coupure entre nature et culture. Voilà, ces grands mythes de la modernité qui, j'ai, je pense, à peine besoin de rappeler, et qui sont... je crois que derrière, encore une fois, cette idée de nouveaux récits, de trouver des nouveaux termes, c'est cela qui se joue derrière. Et de ce point de vue-là, alors je vais aller dans un sens complètement pas opposé, mais en tout cas qui me semble complémentaire avec ce que tu viens de dire, mais voilà, dans une autre, on va dire, une autre sphère, je me suis effectivement intéressée parce qu'il me semblait que si on réfléchit à la question de l'émancipation, et l'émancipation notamment dans les rapports de genre et de sexe, alors c'est intéressant de savoir s'il y a des sociétés dans lesquelles ces rapports de genre et de sexe ont pu être ou peuvent être aujourd'hui égalitaires. Et donc je me suis intéressée à ce qu'on a pu appeler pendant longtemps les sociétés matriarcales, pas des sociétés qui auraient existé il y a je ne sais pas combien de milliers d'années, mais voilà, au 19e siècle, même au 20e siècle et encore aujourd'hui.
Et je donne cet exemple-là parce que le simple fait de pouvoir mentionner l'existence de ces sociétés, ça fait partie, on va dire, des mythes de la modernité que de considérer que cette société n'existe pas. Que c'est en gros un fantasme un peu infantile de féministes que d'imaginer qu'il pourrait y avoir des sociétés égalitaires, même du point de vue du genre, pour le dire de cette façon-là. Et je trouve que ça pose des questions tout à fait passionnantes pour nous-mêmes, de savoir comment... Enfin, je veux dire, si on est vraiment en train de réfléchir et qu'on souhaite se tourner et construire des sociétés, encore une fois, égalitaires, et même, comme le dit, voilà, comme on pourrait le dire de cette façon-là, même du point de vue du genre, alors, si on n'y croit pas, ben, on lutte pour quoi et vers où? Enfin, bon, voilà. Et donc, c'était notamment une grande découverte dans ce travail de recherche que de me rendre compte que on pouvait relire beaucoup de textes d'anthropologie, passés et récents, qui ont pu s'intéresser à des sociétés alors, très largement extra-européennes, mais voilà, ce n'était pas un mythe, pour le coup, dans le mauvais sens du terme, pardon, qu'elles ont existé très largement, qu'elles ont participé à plein d'échanges et de rencontres avec le monde européen pendant toute la modernité, et qu'elles existaient encore aujourd'hui. Et donc, pour moi, pourquoi je vous raconte tout ça, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer d'aller... également voir, alors qu'est-ce qui se passe dans des sociétés égalitaires sous cette forme-là et comment s'organise ce travail de la génération. Qu'est-ce qui fait qu'éventuellement des rapports sociaux égalitaires étaient apparemment très largement concomitants avec un travail de la génération qui était beaucoup mieux pris en compte et beaucoup plus partagé. En tout cas, pour moi, ça a été un peu une des découvertes de ce travail-là, que quand le travail de la génération... Enfin, que s'articulait, pour le dire de cette façon-là, un travail de la génération 1000 fois plus partagé entre tous les individus, quel que soit leur genre, quel que soit leur sexe, entre tous les individus morts ou vivants, entre tous les individus humains ou extra-humains, et que lorsque ce travail de la génération, encore une fois, était pris en charge par l'ensemble de la population, qu'on ne considérait pas que c'était quelque chose, bon, évidemment, qu'il fallait faire, mais qu'on dévalorisait, qu'on ne payait pas, qu'on mettait dans un coin, etc., de fait, ça changeait complètement les rapports sociaux entre les gens, et ça changeait les rapports avec le monde vivant. Voilà. On reparlera de l'Église catholique après. Puisqu'on est justement... Alors, on a parlé du récit. Il y a autre chose qui est important aujourd'hui dans les mouvements féministes, c'est la question des mots, et encore plus la question de la langue. Et justement, je sais que le féminisme sud-américain, et le féminisme mexicain, qui, à chaque fois, je me trompe, mais en fait, le Mexique, c'est l'Amérique du Nord. Donc, il faut bien avoir en tête que donc, il faut dire l'Amérique latine, voilà. Donc, dans ce féminisme de l'Amérique latine, il y a quelque chose qui a vraiment pas mal pris, hein, qui s'est développé, qui est l'usage d'une langue inclusive, alors je crois que la terminaison, on évite le O et le A, qui sont les marqueurs du masculin et du féminin, et on emploie une autre lettre. Et alors j'aimerais bien savoir où on en est aujourd'hui. Est-ce que ça reste dans des cercles très militants? Est-ce que c'est quelque chose qui a été adopté? Est-ce qu'il y a beaucoup de polémiques, par exemple en Argentine, autour de cette question? Parce qu'il me semble que c'est important aussi de réfléchir à comment on parle quand on veut changer les récits. Oui, c'est très intéressant de conjuguer cette idée de la narration et de l'histoire avec cette dispute pour la langue, qui est la langue quotidienne également. En Argentine, effectivement, avec la massification du féminisme, qui est un féminisme transféminisme, et qui implique des générations très, très jeunes de militants. L'incorporation justement de la lettre E qui remplace le O et le A, de faire cet exercice de débinarisation du langage. Et c'est en lien avec un ensemble de pratiques politiques également, et qui sont en lien avec des militances de longue haleine,
et de générations plus jeunes sur l'éducation sexuelle intégrale, par exemple, dans les écoles. C'est-à-dire que ce qui apparaît dans la langue, c'est l'expression d'une accumulation de luttes. Et la nécessité, surtout, de ceux qui sont touchés et ES par les luttes féministes, de créer, d'inventer, et d'entraîner une façon de nommer les choses de façon nouvelle. Et ça, c'est un exercice qui est très vivant. Pour les plus jeunes, c'est quelque chose qui est quelque chose qu'ils acquièrent rapidement et qui est vertigineux. Et pour d'autres personnes, c'est un exercice de tension, de concentration sur comment parler. Et en même temps, cela a été pendant plusieurs années incorporé par de nombreuses institutions publiques. Donc l'État, les universités publiques et différents espaces également qui se sont appropriés l'existence d'un langage inclusif. Donc ça a été une polémique avec la Real Académie espagnole. Quand les institutions publiques en Argentine se sont appropriées le langage inclusif, elle a dit que c'était quelque chose de complètement idiot et que ces mots n'existaient pas. Et c'est un exercice que fait encore aujourd'hui le gouvernement, puisque le gouvernement de Javier Milei a interdit dans toutes les administrations publiques l'utilisation du langage inclusif. Donc, c'est intéressant de voir comment le fascisme parle de liberté pour interdire de la même façon qu'il utilise des décrets pour déréguler. Et il y a une autre question qui me semble également très importante. Quand le gouvernement, au mois de mars, a interdit l'utilisation du langage inclusif, il voulait donner, faire que les luttes féministes sur le langage inclusif, c'était quelque chose de seulement symbolique. Et il essayait de dire, bon, c'était juste une préoccupation du féminisme de la classe moyenne. Les féministes populaires, pour elles, il n'y a aucune importance de comment parler. En réitérant ainsi un stéréotype et essayer de diviser les préoccupations pour la langue et les préoccupations pour la nourriture, pour s'alimenter. Et ça a été très intéressant, la réponse également, depuis le mouvement transféministe, qui dit que ce que l'on nomme, ce sont de nouvelles existences. Donc l'annuler dans la langue, c'est également un désir de l'annuler physiquement. Et c'est justement ce que les politiques de haine dans le gouvernement actuel traduisent ainsi comme passage à l'acte, qui permet de désinhiber ainsi une violence spécifiquement contre les lesbiennes, les travestis, les trans, les intersexes, qui montre également que la lutte pour le langage inclusif n'est pas simplement symbolique.
tu partages ce constat, Émilie. Je te donne la parole parce que j'ai envie de savoir ce que tu penses de la question de la langue et aussi parce que j'ai trouvé une note absolument extraordinaire dans ton livre. Je te laisse raconter ce que tu as découvert en travaillant. Oui, je suis juste pour dire ce point, mais nous on connaît mieux maintenant, et c'est une très bonne chose. Je pense l'histoire justement de la masculinisation de la langue française, notamment. On peut suivre, pour reprendre le terme de Federici, encore une fois, la défaite des femmes, jusque dans la langue, en fait, puisque voilà, l'histoire qu'on connaît maintenant est liée à l'institution de la langue de la nation. La langue française comme langue de l'État-nation naissant, et à partir de l'institution de cette langue de l'État, eh bien, on va créer une institution qui va lui donner ses règles et ses codes, qui est l'Académie française, au cours de laquelle cette dernière a modifié un certain nombre de règles, notamment de grammaire, comme en français, il y avait la règle de la proximité, c'est des choses qui, je pense, tous les Français ici connaissent, ou les francophones, et a modifié pour créer la langue, la règle qu'on applique encore tous, qui est la règle de la priorité du masculin sur le féminin. Donc, quand il y a 10 femmes et un homme, c'est pas grave, on va mettre un masculin. Bon. Ou le fait qu'une grande partie des noms des métiers n'ont plus été féminisés. Donc, on utilisait avocat, que ce soit un homme ou une femme qui soit avocat, etc. Donc, oui, ça m'a beaucoup intéressée. Et en effet, voilà, au cours de ces recherches, je me demandais si toi, tu avais entendu parler de cette histoire. J'avais lu que... parmi une des premières occurrences de ce qu'on appelle aujourd'hui la langue inclusive, une de ces premières occurrences, je ne sais pas si c'est la première, mais en tout cas une de ces premières occurrences, viendrait d'une discussion au sein de l'Église protestante états-unienne, notamment de théologiennes féministes protestantes, qui s'étaient rendues compte, lors de traduction de la Bible de l'hébreu au latin, que en fait certains mots, certains concepts qui étaient beaucoup plus indéterminés en hébreu, et puis quand ils passaient dans la Septante, en fait ils étaient immédiatement masculinisés. Et donc il y avait eu plein de débats autour de ça, et alors je ne sais plus le nom exact, mais l'Église protestante états-unienne, c'est peut-être pas exactement le nom exact, mais donc ça date de 79. Ils avaient produit ce qu'ils appelaient l'Inclusive Language Lectionary, dans lequel ça permettait éventuellement de traduire non plus fils de Dieu immédiatement, mais fille et fils de Dieu, ou enfant de Dieu. Donc c'est amusant effectivement je ne sais pas si c'est la seule origine, mais en tout cas de voir qu'éventuellement cette langue inclusive pourrait notamment venir de cet endroit-là, qui est pas forcément, qui est aujourd'hui par ailleurs, comme tu sais bien, un agenda autour de la théorie du genre, des choses comme ça, qui est et pour autant, mais là c'était des théologiennes féministes, c'était pas bon, voilà. Alors justement, cet agenda, il est temps d'en parler un peu davantage, notamment parce que dans le livre de Véronica, La puissance féministe ou le désir de tout changer, il y a évidemment beaucoup de réflexions sur qui sont les adversaires. Aujourd'hui, tu as parlé du fascisme, tu as parlé de Milei. Parmi ces adversaires, il y a aussi l'Église catholique. Et évidemment, on imagine qu'en Amérique latine, c'est important d'avoir en face un tel adversaire. Qu'est-ce qui s'est mal passé? À quel moment vous sentez l'Église catholique passer du côté vraiment de la réaction? Parce que nous, on a l'idée qu'il y a eu une théologie de la libération, que justement, il y a eu un catholicisme latino, disons, qui à un moment a représenté autre chose. Je dois préciser que le livre a été publié en 2019. En 2020, un an après la pandémie, donc le droit à l'avortement a été voté. Lo cual en el país del Papa ce qui fait que dans le pays du pape, un logro particular. Ça a été vraiment un succès particulier. Porque la militancia contra el aborto, donc la militance contre l'avortement fue muy fuerte. A été très forte. Incluso en grupos de la iglesia más même popular. Dans des groupes d'églises avec l'église populaire.
A la vez es interesante ver desde hoy il est également intéressant de voir que muchos análisis sociológicos que beaucoup d'analyses sociologiques que están tratando de entender cuándo empieza essaient de comprendre quand a commencé una subjetividad une subjectivité joven de derecha jeune de droite que finalmente ha votado al presidente actual. Qui a voté pour le président actuel finalement. Muchos de esos análisis, beaucoup de ces analyses sitúan el origen de esos grupos militantes l'origine de ces groupes de militants como grupos que se dieron la tarea des groupes qui se sont donnés comme devoir de lutter contre le droit à l'avortement. Por ejemplo, los llamados grupos par exemple, Las Dos Vidas, les groupes qui s'appellent les deux vies, las dos vidas, o Pro Vida. O Pro Vida. Que debo decir que Pro Vida es una palabra que la Real Academia Pro Vida, c'est un mot que la Real Académie espagnole aprobó cuando dijo que no valía el lenguaje inclusivo. Alors qu'elle avait dit que le langage inclusif n'était pas, enfin, n'existait pas. Entonces, la Iglesia, por supuesto, donc l'Église, par conséquent, tiene una figura central en el Vaticano. Une figure centrale avec le Vatican. Que en el caso de Argentina, además, es una figura con mucha presencia política. Dans le cas de l'Argentine, est une figure qui a une forte présence politique. Entonces, la lucha por el aborto. Donc la lutte pour l'avortement a eu cet aspect particulier. Cuando se publicó el libro, tampoco Quand le livre a été publié également, imaginaban y imaginábamos on ne s'imaginait pas la posibilidad de una figura política como la que tenemos ahora. La possibilité d'avoir une figure politique telle que celle que nous avons actuellement. Creo que es impensable decir lo que sucedió durante la pandemia. C'est impensable avec ce qui s'est passé pendant la pandémie. Y también creo que hay que poder pensar la pandemia. Je crois qu'il faut également penser la pandémie como un momento donde, comme un moment pendant lequel, bajo la intensificación del trabajo de cuidados, l'intensification du travail de soins, de soins, la intensificación del trabajo reproductivo no pago, l'intensification du travail de reproduction non payé, la precarización del trabajo pago, la précarisation du travail qui est salarié, y el aumento del endeudamiento de la familia, et l'augmentation de l'endettement des familles, y en particular de las mujeres, en particulier des femmes qui étaient mères au foyer. Ha sido también un laboratorio para la ça a été également un laboratoire pour l'émergence de un fascismo que no teníamos en vista, fascisme qu'on ne voyait pas en 2019. Entonces, entre el 2019 Donc, entre 2019 et maintenant, pasaron muchas cosas. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. En el libro yo hablaba de una contraofensiva. Dans le livre, je parlais d'une contre-offensive économique, religieuse, conservatrice. Pero no me imaginaba la escala j'imaginais en aucun cas l'échelle que efectivamente ha tenido. Qu'elle a eu. Por supuesto que se vincula con un fenómeno Elle más est en global, lien avec un phénomène plus global également, que es lo que se conoce como el movimiento qui est ce que l'on connaît comme le mouvement la así llamada ideología de género. contre le cisgenre, en fait, oui. Contra la ideología de género, ¿no? Oui, contre l'idée de genre, en fait, oui. L'idéologie de genre. Y la manera en que esa ideología de género la façon dont cette idéologie de genre ha sido la punta de lanza a été le fer de lance d'une internationalisation de las fuerzas reaccionarias des forces réactionnaires et fascistes. Et de l'Église en particulier, donc. Ouais. Parce que, non, mais ça, je suis désolée, c'est deux univers, vous avez vu, assez différents. Ce sont deux démarches assez différentes, mais je trouve qu'il y a quand même des points communs, il y a des échos intéressants, parce que dans le livre de Véronica Cago, on voit bien la place de l'Église comme force réactionnaire. Bon, maintenant, effectivement, il y a Milei, et peut-être qu'on mettrait les forces laïques au premier plan, mais à cette époque-là, c'est l'adversaire principal, effectivement, en 2019. Et ce qui est très intéressant dans le livre d'Émilie H, c'est qu'elle interroge aussi cette place aujourd'hui de l'Église catholique en disant qu'elle aurait pu être autre, cette place-là. Alors c'est une question un peu large,
par rapport à cette enquête intellectuelle que vous faites, mais à la fin, vous avez ces mots pour dire nous avons besoin de spiritualité. Et d'une certaine façon, l'Église catholique s'est fourvoyée. Elle n'est plus capable de nous offrir ça, alors qu'il y avait de bons débuts, quoi, si je le dis. Non, vous rappelez quelque chose de très important, qui est que l'Église catholique, au début, a dit, je ne connais pas la phrase, parce que je n'ai pas fait mon catéchisme, mais venez chez moi, sous mon toit, il n'y a plus ni homme libre, ni esclave, ni femme, ni homme. Et ça, pour vous, c'est un schéma important pour justement, pour éventuellement essayer de retrouver un message catholique qui ne soit pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Alors, c'est pas forcément comme ça que je présenterai les choses, mais de toute façon, j'aurai 0 sur toute la ligne. Pas du tout, mais j'apprécie beaucoup le lien, ce qui n'est pas du tout évident à faire. Mais en fait, il y en a un qui est... Bon. Il me semble que là, notamment ce chapitre que effectivement j'ai trouvé extraordinaire dans son livre sur aujourd'hui les enjeux politiques face aux féministes de l'Église en Argentine, c'est comme si moi j'y lisais un peu une des actualités, des actualisations de un peu l'histoire, la généalogie que j'avais essayé de faire de la place de ce monothéisme chrétien dans ce rapport à la génération. Donc que tu faisais un peu le chapitre que moi j'avais pas fait. Donc le lien pour moi il est dans ce sens-là, mais ça veut dire qu'il faut que je donne 2-3 éléments de ce que j'ai pu faire avant. Je vais essayer de le faire rapidement et en essayant d'être un petit peu clair. En fait, puisque je m'intéressais à cette question de la génération et je m'intéressais au fait que dans les sociétés de subsistance, nécessairement, on pourrait dire la question de la génération, elle est absolument centrale, même dans des sociétés de subsistance où on trouve des formes de patriarcat, où une partie de la subsistance est déléguée, notamment aux femmes, des choses comme ça. Mais il n'y a pas d'autre chose que la question de la génération, c'est-à-dire la génération du monde vivant, des végétaux, des animaux, pour pouvoir vivre et survivre. Autrement dit, on pourrait le dire peut-être comme ça, finalement, l'éternité passe par la génération. C'est la forme d'éternité que connaissent les sociétés de subsistance, même si il y a des anthropologues ici présents et des historiens qui, et je l'entends évidemment, peuvent hurler sur les formes de généralisation que je fais, mais il me semble à un moment donné que c'est important aussi d'essayer de créer des contrastes ou des ruptures. En tout cas, voilà. Bon. Et la question que moi je me suis posée, c'est comment on en est sorti comment on a perdu l'importance qu'on retrouve aujourd'hui finalement à travers notamment cette crise du dérèglement climatique et crise écologique plus généralement, de ce rapport à la génération qui redevient absolument central. Comment faire pour finalement perpétuer, renouveler le monde dans lequel on est, à travers quelles pratiques, à travers quelle forme sociale d'organisation, etc., etc. Et effectivement, j'ai accordé, ce que je n'avais pas nécessairement prévu au départ, une place importante à la rupture qu'a pu créer, en Europe notamment, l'événement du monothéisme, et du monothéisme en particulier chrétien, dans le sens où, pour un des points, il ne s'agit pas de restituer l'ensemble de l'argument, mais simplement pour vous le faire comprendre, d'insister sur le fait que, notamment dans le christianisme, la question de l'éternité, elle passe plus par le monde dans lequel on est, la perpétuation de ce dernier, mais par le salut. En fait, c'est le salut qui est... Voilà, donc la question de la génération, et c'est-à-dire du renouvellement et de la perpétuation de ce monde, est pris en charge d'une certaine manière, à la fois une première fois par le fait que le monde a été créé une fois pour toutes. Donc c'est le grand concept de création qui est considéré par beaucoup d'historiens de l'Antiquité comme un des concepts absolument de rupture complète entre le monde antique et notre monde à nous, qui nous vient du Moyen-Âge. Bon. Mais il a été créé une fois pour toutes, et puis par ailleurs, Dieu, dans son infinie providence, pourvoira toujours à l'ensemble de ce dont on a besoin. Donc en réalité, le monde ne tient pas par l'ensemble des pratiques que nous pouvons avoir chaque jour, en faisant attention au monde qui nous entoure, au fait de ne pas trop tuer de bétail,
de faire en sorte que les plantes se renouvellent, de leur demander voilà, de bien vouloir revenir, etc. etc. C'est pas ça qui va, c'est pas à ce niveau-là que se situe cette problématique qui est toujours la même, qui est celle de l'éternité pour les chrétiens qu'on est en train de devenir. Et c'est là qu'on peut voir parmi, c'est un des facteurs, mais c'est un facteur important, même si ce n'est pas le seul, de début d'ambivalence à l'égard de cette question de la génération. Qu'est-ce que justement ce christianisme, enfin quel est le lien que ce christianisme peut avoir à l'égard de cette question de la génération? C'est dans les textes des théologiens que j'ai pu aller voir, des premiers théologiens, qu'on commence à justement avoir ce concept de génération associé à celui de corruption. Pas seulement de corruption morale, ça vient après, mais de corruption physique. Parce que finalement, et notamment les femmes qui engendrent, sont du côté de la mort, puisqu'elles apportent une forme de vie qui n'est pas celle qui est liée à l'éternité, qui n'est pas celle qui est liée au salut, mais qui est une vie qui, évidemment, voilà, à un moment donné, nous fait... s'arrête. Donc, c'était cette histoire qui, moi, m'avait intéressée. Bon, je ne vais pas du tout la restituer plus longtemps, mais... Simplement, on pourrait considérer qu'effectivement, et c'était, je pense, cela à quoi tu faisais allusion, au fait qu'en réalité, enfin, je dirais, les interprétations peuvent être infinies, mais qu'on pourrait tout à fait considérer qu'il y a eu une forme de confusion ou d'interprétation tout à fait... je ne sais pas si elle est erronée, mais en tout cas pas utile de la part du christianisme que de faire quasiment de se mettre en rivalité dans la forme d'éternité qu'elle proposait, avec celle que dans tous les mondes païens de subsistance était proposée à partir de la génération. Pourquoi l'un devient nécessairement en rivalité avec l'autre? Et que si cette question n'est plus... Enfin, je veux dire, on pourrait le dire de cette manière-là, le fait que c'est dans ce monde-là tel qu'il existe, il faut bien qu'il existe pour que même cette religion-là, parmi toutes les autres, puisse continuer à exister. Donc, peut-être que cette question de la génération est aujourd'hui qui prend la forme de... comme tu le rappelais, le fait que l'Église catholique, notamment, considère que, on va dire, l'anthropologie même chrétienne, qui s'institue tout au long du Moyen-Âge, autour de l'institution du mariage, que le mariage, c'est un homme et une femme qui ont des enfants, bon, etc., est menacée par cette révolution, ou ces révolutions féministes de genre et de sexe, pourrait très bien considérer que ces révolutions-là ne les menacent en rien. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fiche en réalité qu'il y ait une multiplicité de genres, une multiplicité de sexes? Quel est le problème pour la religion, pour ces religions-là? On pourrait très bien essayer de déconnecter ces deux-là. Ce à quoi tu fais allusion, et je m'arrête là, tu fais allusion à une épître de Saint Paul qui s'adressait à des nouveaux païens pour leur expliquer un peu dans quel nouveau régime ils allaient être mangés en devenant chrétiens, en disant il n'y aura plus ni juifs ni esclaves, non, ni juifs ni grecs, ni hommes libres ni esclaves, ni femmes ni hommes. Mais, il faut l'entendre, du point de vue du salut. Mais dans la réalité du monde concret, il va y avoir toujours des esclaves, il va y avoir mais du point de vue du salut, il n'y en aura plus. Voilà. Bon, du point de vue du salut, très bien. Bon. Je vais vous donner la parole parce que le temps a filé. Donc, il doit y avoir des micros. Et on attend vos questions. Et comme dirait l'autre, faites mieux. Faites mieux. Bonjour. Merci beaucoup pour tous ces propos très riches. Moi, j'avais une question qui s'adresse peut-être plus particulièrement à Émilie H., qui traite un peu de ces questions aussi, qui a exploré un peu des questions théologiques. Et je m'interrogeais si vous aviez un peu questionné l'encyclique Laudato Si, vu que vous avez aussi un héritage latourien. Et qui s'est pas mal intéressé à ça, parce qu'il me semble qu'il y a peut-être là quelque chose, un champ d'exploration aussi très en lien avec l'écoféminisme, en fait, qui relie le cri dans l'ensemble des opprimés et le cri de la terre. Voilà, est-ce que vous avez quelques propos là-dessus?
Vous avez raison, c'est un texte important, puisque c'est peut-être le premier texte, sauf erreur de ma part, de l'Église chrétienne qui prend acte de la question du changement climatique. Mais, alors, on pourrait aller le relire ensemble, mais j'ai pas vraiment eu l'impression d'y trouver un changement à la hauteur de ce que l'on pourrait attendre, notamment d'un point de vue de la révolution féministe en cours, concernant la question des rapports de genre et des rapports de sexe. Il ne me semble pas que ce soit très différent de ce qui était présenté auparavant, même si c'est pas le cœur de ce texte-là. C'est un texte important, encore une fois, sur la question climatique, mais j'y vois pas de propositions, de changements véritablement radicaux d'un point de vue théologique qui reviendrait sur l'anthropologie chrétienne telle qu'elle est défendue encore aujourd'hui, même par le pape François. Voilà. Mais tout est ouvert à la discussion. Merci beaucoup. L'exercice de mettre ces deux pensées ensemble, il est éprouvant, c'est magnifique. Et je vais essayer d'articuler une question, je ne suis pas sûr que je vais arriver. Je crois que dans le livre de la génération d'Émilie, il y avait aussi la discussion du temps et temps cyclique, des temps autres que linéaires. Peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il avait aussi fait ça, qui va avec la question aussi de la génération. Dans un cycle, il y a aussi la mort, il y a aussi le deuil. Et je suis curieux, je ne sais pas si est-ce qu'il y a une manière de parler aussi dans une perspective féministe éventuellement et autochtone aussi, en Amérique latine en tout cas avec des personnes avec qui j'ai travaillé, la place importante aussi de respect ou de la place de la mort et de deuil dans cette perspective de régénération et aussi pour moi aussi, dans une manière très claire, anticapitaliste. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair cette question. C'est un début d'une question plutôt. Bueno, en el movimiento, al menos en Argentina, vinculado a... Dans le mouvement en Argentine, en particulier, celui qui s'articule avec l'articulation des Ni Una Menos, et qui est une lutte contre les féminicides. La cuestión del duelo es central. Donc la question du deuil est centrale. Pero sobre todo en el modo Mais que surtout dans le sens où se politizó ese duelo. Ce deuil s'est politisé. Como una cuestión colectiva y comme callejera. Une question collective et de rue, en fait. Y ese movimiento produjo un desplazamiento Donc, que me parece que es clave a produit para un déplacement qui est clé pour comprendre la potencia de este ciclo de lucha feminista. La puissance de ce cycle de lutte féministe. Que es el abandono de la figura, qui est l'abandon de la figure de la víctima como figura de la victime en tant que figure totale. Y como el lugar de enunciación legítima. Comme un lieu de dénonciation légitime. Es un lugar además al que permanentemente los medios de également où les médias, de façon permanente, quieren volver a ubicar veulent al feminismo. Remettre le féminisme dans cet endroit. Por lo tanto, ubicar la violencia solo como violencia la feminicida. Violence seulement comme une violence féminicide. Y evitar todas las conexiones. Éviter ainsi les différents liens, les différentes connexions que desde el movimiento feminista se hacen para explicar la violencia femicida. Depuis le mouvement féministe pour expliquer ces violences féminicides. En relación a un continuum de violencia. En lien avec un continuum de violence. Pero el lugar del dolor y el lugar del duelo. Le lieu de la douleur, du deuil. Me parece que tiene una fuerza también une fundamental. Force également qui est fondamentale. En la posibilidad de hacer dans un espacio cette colectivo. Possibilité d'en faire un espace collectif. C'est une grosse question. Une des choses qui m'a beaucoup intéressée en faisant cette recherche, c'est de retrouver le fait que
une grande partie que très souvent, je ne sais pas si c'est systématique du tout, mais en tout cas très souvent, les rites agraires étaient des rites funéraires. Parce que justement on confiait aux morts, les morts ne sont pas ailleurs que sous la terre, les graines que l'on que l'on met sous la terre et dont on attend qu'ils repoussent, et que c'était en s'adressant chez les Romains notamment. J'avais trouvé des très beaux textes chez les Grecs aussi. Un certain nombre de rituels, de prières, de pratiques s'adressant aux morts pour que ces derniers prennent soin de ces graines et puis et acceptent ou pas de nous les renvoyer d'une certaine façon. Oui, je pense que cette question des morts, elle est aussi présente dans le fait que tout. Je veux dire, donc en m'intéressant à ces rituels, il était, une autre chose qui m'avait tout à fait passionnée était de retrouver aussi le fait que toute génération, la manière dont on pensait à la génération est toujours une forme de régénération et inversement d'une certaine façon. Je peux vous lire une très jolie citation, ce qui ne m'arrive pas souvent du Phédon de Platon, mais qui vous sera plus parlante que tout ce que je peux vous dire. Si tout ce qui, à part à la vie, venait à mourir, et une fois mort, restait en cet état, sans revenir à la vie, n'arriverait-il pas inévitablement qu'à la fin, tout serait mort et qu'il n'y aurait plus rien de vivant? Et je trouve cette citation très, très belle. Et de fait, quand vous faisiez le lien avec plein de nouvelles pratiques qu'on peut trouver aujourd'hui, autour des morts, il y a énormément de choses qui peuvent se passer, aussi bien dans la recherche que dans plein de pratiques. Oui, il y a quelque chose qui se passe. Mais moi, j'ai pas fait ce travail d'enquête-là, mais c'est évident que ça résonne. De chercher ce besoin et cette envie d'autres pratiques et d'autres liens avec nos morts. Qui ont été mis de côté très largement dans notre monde industriel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on s'arrête là, Emmanuel, alors bon. Non, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre.